Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa et sur votre Web TV généraliste La Matrix pour ce programme organisé en collaboration pour faire le point sur les préparatifs de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. C'est ce 29 mars 2025 que sera lancée de façon officielle la campagne électorale. 8 candidats sur la ligne de départ après le rendu de la Cour constitutionnelle, un rendu contesté par certains adversaires de Brice Clotaire Oligui Nguema, dont l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, que vous allez d'ailleurs entendre dans cette émission. Dans ce programme spécial, on ira également dans la province du Wolontem faire un point sur l'atmosphère qui prévaut actuellement au nord du Gabon en rapport avec cette élection présidentielle. On aura en insert téléphonique notre correspondant Eugène Litbaski Ekoga. On fera également le point en rapport justement avec l'actualité du côté de l'avenue de Cointé, le siège du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur qui a récemment remis des moyens roulants aux commissions électorales, mais qui a également fait un tour à Multipresse au fin de s'imprégner de l'avancement de tout le matériel, la disposition, la disponibilité du matériel qui devra servir sur l'ensemble du territoire en ce qui concerne donc l'organisation de cette élection présidentielle. Et pour en parler dans le détail, je reçois sur le plateau de cette émission qui sera désormais un rendez-vous sur Télé Africa à partir de ce jour jusqu'à la fin de cette élection présidentielle. Je reçois Jonathan Tuntum-Ngom, il est universitaire. Jonathan Tuntum-Ngom, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je reçois également sur le plateau de l'émission présidentielle 2025 On vous dit tout, Rufin Tuntumba en sa qualité de secrétaire général de l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République, parti cher à Louis-Gaston Maïla, qui nous a quittés il y a quelques jours. Rufin Tuntumba, bonsoir. Bonsoir, Snella. Et j'ai le plaisir aussi de recevoir pour la première fois dans le cadre de ces émissions à caractère politique, Jean Aristide, dont il est le responsable du Rassemblement patriotique et républicain pour le Gabon. Monsieur Jean Aristide, bonsoir. Bonsoir, monsieur Stella. Merci beaucoup à tous les trois d'être autour de la table pour que nous mettions nos marqueurs sur l'actualité qui provoque donc au Gabon en rapport avec les préparatifs de l'élection présidentielle. Pour ouvrir notre émission, ce reportage retour sur le rendu de la Cour constitutionnelle, la haute juridiction qui avait été saisie par certains candidats dont les dossiers de candidature avaient été rejetés par le ministère de l'Intérieur. On regarde le reportage, on revient derrière pour un décryptage. À échéance du contentieux des candidatures, 8 jours de délai requis par le législateur, les décisions de la Cour constitutionnelle inhérentes au recours porté à son attention par les candidats frappés d'inéligibilité par la CNOSER sont désormais connues. Une délibération sans pareille au regard des heures et des nuits de dur labeur qui ont abouti au repêchage de 4 candidatures portant finalement à 8 le nombre de postulants à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Passé au peigne fin, Thierry Yvon Michel Ngoma, Alain Simplice Bongoeres, Axel Stoffen Ibinga et Zenaba Nyinga Chaming se démarquent des autres recalés pour se positionner sur la ligne de départ. Je suis plein d'émotions, je suis désolée, mais là je suis plein d'émotions. Je m'en réjouis parce que la notification est honorablement valable, qui m'oblige et me permet de concourir à l'élection du président de la République. La Cour a fait son travail, elle a lu le droit et j'en félicite les illustres membres de la Cour pour leur travail. Et c'est une fierté déjà pour notre pays. Dans cette optique, la Cour a rendu d'autres décisions, dont 2 requêtes déclarées irrecevables et 6 autres rejetées. J'avais 2 requêtes, l'une tendant à l'invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema et qui donc s'est soldée par une irrecevabilité qui ne s'explique pas du tout en droit. Et l'autre qui concernait justement la validation de ma candidature et qui elle aussi naturellement s'est soldée par un rejet. Je regrette que mon pays passe à côté d'une candidature comme la mienne, porteuse d'espoir, porteuse de tout ce qu'il y a de positif dans mon parcours et ce que j'ai à proposer comme projet de société lors de cette campagne. Ces différentes décisions notifiées aux requérants et aux autorités compétentes feront l'objet d'une publication officielle dans un journal d'annonce légale.
Voilà, c'était donc le reportage de Wilfried Pigavwamba de la presse de la Cour constitutionnelle. Première réaction, messieurs, le rendu de la Cour constitutionnelle, la Cour a dit le droit. Jonathan Toutoumgom. Je ne sais pas, d'ailleurs je voudrais vous remercier pour cette émission, mais je ne sais pas si la Cour a dit le droit ou pas, mais il est toujours important de signaler qu'on ne commande pas les décisions d'une juridiction. Ce sont les spécialistes du droit. Eux seuls ont eu un regard sur les recours qui ont été portés à son appréciation. Et à partir du moment où certaines candidatures ont été retenues, d'autres ont été rejetées, on peut donc estimer que le droit a été dit, malgré les contestations des recalés et l'allégresse de ceux qui ont été reçus entre griffes. Donc, de ce point de vue, je pense que les décisions de la Cour étant inattaquables, merci, eh bien, le vin est tiré, il faut le boire. Nous aurons donc 8 candidats pour cette élection présidentielle. Toute autre contestation n'est que pure spéculation. C'est terminé. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 aura bel et bien 8 candidats. Mais à l'observation, il faut quand même reconnaître, et moi je m'insurge, pas contre la Cour qui n'a rien à voir, pas contre les candidats non plus, mais contre un fait qui est celui de voir les partis politiques ne pas être suffisamment représentés. On va revenir, donc de ce point de vue, on a une élection présidentielle, 8 candidats qui sont 8 candidats indépendants qui n'appartiennent à aucun parti politique. C'est dangereux de mon point de vue pour la démocratie. C'est un fait inédit dans l'histoire politique du Gabon. Aristide, non. Alors, il y a une trentaine de candidatures ou de dossiers de candidature qui avaient été déposés sur la table du ministère de l'Intérieur. Après examen, c'est plus d'une vingtaine qui avaient donc été passés au peigne fin par les différents organes qui ont été mis en place par le ministère de l'Intérieur, et certaines candidatures ont été invalidées, rejetées pour plusieurs raisons. L'absence de caution prouvant le paiement de 30 millions de francs CFA à la CDC, l'absence d'actes d'état civil, donc les actes de naissance notamment, ou d'actes de mariage pour les uns ou les autres. Est-ce que vous comprenez ces raisons, ce rendu de la Cour constitutionnelle en rapport justement avec ces dossiers qui ont été invalidés? Écoutez, Stella, déjà, merci. Je dirais tout simplement que je comprends, parce qu'on est passé de 4 candidats à 8 candidats. Les Gabonais se plaignaient qu'il n'y avait pas de femmes pour participer à cette élection présidentielle. Sur les 3 femmes qui sont présentées, aucune n'avait été retenue. Aujourd'hui, après le recours en annulation qui a été formulé par les candidats auprès de la Cour constitutionnelle, il y a une qui a été repêchée, Madame Nyinga Chaning. C'est là dire aussi justement que la Cour a joué son rôle. Donc, pour ma part, je partage pleinement le point de vue de Jonathan qui dit qu'on ne commande pas les décisions de la Cour, elles s'appliquent. Et puis, voilà. Alors, évidemment que la Cour constitutionnelle, après l'examen de recours, il y a certaines candidatures, Rufin Totomba, qui ont été rejetées, dont le recours n'a pas prospéré, comme la candidature de Jean-Rémy Yama, celle de Michel Ongundu Lunda, par exemple, et d'autres compatriotes. La Cour, en repêchant la candidate Nyinga Chaning Zenaba, l'a fait pas au nom de l'approche genre, pas au nom du genre, mais parce que son dossier, certainement, avait tous les éléments qu'il fallait. Merci, Snella. Je pense que la Cour n'a pas repêché, la Cour a simplement lu le droit et que les candidats qui ont estimé avoir été lésés par la Commission électorale ont fourni des éléments de droit et sur lesquels la Cour s'est appliquée. Je crois qu'au regard des appréciations de ces candidats, que le travail a été fait. On n'a pas senti là une volonté manifeste d'écarter les uns des autres. Voilà, on a donc désormais une idée plus précise sur les 8 candidats qui sont désormais sur la ligne de départ de cette élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Un rendu de la haute juridiction diversement apprécié. La sortie il y a quelques jours de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze est candidat à cette élection présidentielle qui, pour lui, estime que la Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit. On l'écoute.
Mes chers compatriotes, la Cour constitutionnelle vient de confirmer la liste des candidats retenus pour l'élection du président de la République du 12 avril prochain. Hormis les 4 initialement retenus, 4 autres ont été confirmés à l'issue des différents recours et de leur examen par la Cour constitutionnelle. Je voudrais féliciter les compatriotes dont les candidatures ont été retenues. Je voudrais cependant déplorer que dans cette opération, la Cour constitutionnelle ait choisi non pas le droit, mais la politique. La Cour a fait la politique en écartant certaines candidatures qui étaient gênantes pour le CTRI. Je le déplore. Je le déplore d'autant plus que cette volonté d'écarter est consubstantielle à l'existence même du CTRI. Souvenez-vous, dès le départ, le CTRI a élaboré tout seul une charte de la transition qui excluait 90% des personnalités qui avaient concouru notamment à faire triompher la démocratie dans le pays ou en tout cas qui avaient participé à l'exercice des affaires publiques. Cette même volonté d'écarter s'est poursuivie avec le dialogue. Voilà, c'est donc le propos d'Alain-Claude Bilibi Nzé, ancien Premier ministre et président de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Vous venez d'écouter donc un extrait de ce propos. Il balait donc d'un revers de main le rendu de la Cour constitutionnelle. Est-ce que, Rufai Totomba, cette rhétorique qu'on a souvent entendue de la part des acteurs de l'opposition pendant plusieurs années, vous la comprenez lorsqu'elle sort de la bouche d'Alain-Claude Bilibi Nzé? Toutes choses égales par ailleurs. Alain-Claude était hier aux affaires. Et donc, de par cette déclaration, il atteste qu'en son temps, la Cour constitutionnelle ne lisait pas le droit et qu'elle faisait la politique. C'est ce que moi j'entends. Et mieux, il dit que la Cour a écarté les candidats gênants. Bon, lui, il est candidat, ça sous-entend qu'il n'est pas gênant au pouvoir. Donc je pense qu'il fait dans la rhétorique, c'est une occasion de prendre la parole simplement. Parce que moi, j'étais à la concertation nationale de février 2023. Et Alain-Claude a présenté comme projet l'élection du président de la République par voie parlementaire. C'est ça Alain-Claude. En 2023, ils nous ont sorti un ticket, député, président de la République, élu sur le même ticket. Est-ce que c'était le droit? Est-ce que c'était la démocratie? Bon, je pense qu'il a juste eu une occasion de se mettre en vedette, mais je pense que l'essentiel est dit. Nous avons les candidats qui sont connus. Maintenant, on attend les programmes de société et on attend que la campagne soit lancée le 29. Je crois que c'est ce qui est important à retenir là-dessus. Jean-Ricine, non. Est-ce que, selon le propos de l'ancien Premier ministre, c'est une simple manœuvre de politicien que le droit n'a pas du tout été dit avec ce rendu de la Cour constitutionnelle? Écoutez, Sneda, moi je pense qu'Alain-Claude Bilibi Nzé est dans son bon rôle. Il se qualifie lui-même aujourd'hui comme principal opposant au CTRI. Donc, après le rendu de la Cour, c'est tout à fait normal qu'il vienne apporter son point de vue. Pour moi, ce n'est qu'une pure et simple manœuvre politicienne. On est en temps d'élection. Il faut galvaniser les personnes qui sont derrière lui, son électorat, s'il en a d'ailleurs. Et donc, il faut dire ce qui fâche. S'il estime que la Cour n'a pas le droit, on le lui conçoit, c'est son bon droit. Il est candidat, il est citoyen gabonais, mais pour ma part, je ne prêterai pas trop attention aux propos de l'ancien Premier ministre. Jonathan Totoumgom, sur ce propos, cette sortie d'Alain-Claude Bilibi Nzé en rapport avec ce rendu de la Cour constitutionnelle au sujet justement du recours introduit par certains candidats à l'élection présidentielle, quand il dit que la Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit, mais plutôt fait de la politique, quand il dit que la Cour, où on a écarté certaines candidatures, il fait certainement référence peut-être à la candidature de Jean-Rémy Yama, ou celle, dans une moindre mesure, de Michel Ngondoulunda. Bon, le connaissant un tout petit peu, je pense que Alain-Claude excelle souvent dans la communication. Et déjà, sa pré-campagne jusque-là n'a trouvé de terrain de prédilection que sur le plan de la communication. C'est un exercice dans lequel je pense il excelle et il surfe là-dessus. Il faut y voir dans la déclaration d'Alain-Claude Bilibi Nzé
deux clés de lecture. La première clé de lecture, c'est qu'il veut que le reste des candidats se considèrent comme des victimes du CTRI. Et de ce point de vue, il ne va pas jusqu'au fond en disant ou en précisant quels sont les éléments sur lesquels il s'appuie pour dire que la Cour n'a pas dit le droit. Il aurait fallu qu'il donne à l'opinion les éléments. Si tant est qu'un candidat n'a pas payé sa caution et que sa candidature est écartée, est-ce que c'est cela la politique? Il y a des éléments indiqués pour la constitution d'un dossier. Si tel est qu'un candidat n'a pas fourni, par exemple, l'acte de naissance d'un de ses parents ou l'acte de mariage, ce n'est pas cela la politique, c'est un acte de droit parce que ces éléments font partie des exigences juridiques. Autrement dit, il y a un rôle, ou bien il y a une volonté de faire considérer les autres comme les victimes du CTRI et de la Cour. Deux, il voudrait que ces victimes-là rallient sa cause. C'est en cela qu'il faut voir. C'est-à-dire, en prenant fait et cause pour ceux-là qui devaient être ses adversaires, il cherche derrière un ralliement de ceux-là qui se considèrent comme étant les victimes de la Cour. Et je peux me tromper, mais c'est comme ça qu'il faut voir la déclaration. C'est comme ça qu'il faut entendre la déclaration d'Alain Klobilémizé. Premièrement, cherche à tout prix à dominer la communication de cette élection. Deuxièmement, faire en sorte qu'il y ait un ralliement des gens pour qui il prend fait et cause aujourd'hui, qui en fait devaient être ses adversaires si leur candidature avait été validée. Alors, on a donc 8 candidats sur la ligne de départ. Après ce rendu de la Cour constitutionnelle, on peut avoir d'ailleurs à l'image ces candidats qui sont donc 8 au total. On aura donc sur la ligne de départ pour cette élection présidentielle 2025 qui aura lieu le 12 avril prochain, le candidat Alain-Claude Billy-Binzé, Joseph Lapensée Essingone, Stéphane Germain Iloko Boussengui, Brice Clotaire Oligui Nguema, Alain Simplice Bungueres, Thierry Yvon Michel Ngoma, Ninga Shining Zenaba et Axel Stoffen Ibinga. 7 hommes pour une femme. Rufin Tutumba tout à l'heure. Jonathan Tutumongom avait mis le marqueur sur un élément qui saute aux yeux, évidemment. C'est celui relatif au fait que ces 8 candidats ne sont cornaqués ou ne sont pas du tout estampillés X ou Y parti politique, mais plutôt des candidats indépendants. Oui, bon, moi ça ne m'étonne pas parce qu'en 2009, le candidat adoubé par l'opinion publique était un candidat indépendant, André Mbaba. En 2016, le candidat qui avait été rendu populaire, c'était le candidat Pink qui a été élu. En 2023, le candidat indépendant qui était dans une plateforme alternante en 2023 dans laquelle il y avait l'Union nationale, le RPM, mais le professeur Ondos a été choisi comme candidat indépendant. Donc vous comprenez qu'il y avait déjà un soubassement. Et la configuration de la transition en elle-même a été faite de telle sorte que les partis politiques soient encartés et que nous ne soyons pas, je parle en tant que politique, nous ne soyons pas sur la scène. Parce qu'en réalité, d'abord les conditions, la charte prévoyait, afin que certains ténors des partis politiques de l'opposition ont été portés à des responsabilités et donc ne pouvant pas être candidats. Et mieux, c'est que l'organisation actuelle de notre écosystème politique n'a été que propice au fait qu'on ait aujourd'hui des candidatures qui sont des candidatures indépendantes. Jonathan Tutumongom, alors, on a une certaine lecture, vous êtes un observateur averti, évidemment, du landorno politique national depuis 1990. 90 comme point de départ du retour de multipartisme au Gabon. Cette année marque le retour donc, de la création de plusieurs partis politiques et pas des moindres, évidemment. Pendant, on va dire, maximum 2 décennies, de 90 au début des années 2000, on a un règne de la toute-puissance des partis politiques avec des leaders emblématiques. Mais après, on observe une forme de déclin, d'effritement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu la conséquence de cet effritement de l'écosystème politique national? Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Rufin vient de dire. D'ailleurs, ça m'étonne. Lui qui est secrétaire général d'un des partis respectés et respectueux, qu'il tienne ce genre de langage en méconnaissant quand même le rôle des partis politiques. Mais j'ai envie de rappeler que la démocratie est consubstantielle
à l'existence des partis politiques. Ce sont les partis politiques qui animent la démocratie et non, par exemple, des plateformes associatives, premièrement. Deuxièmement, les exemples qu'il a cités sont vrais. Depuis 2009 jusqu'en 2023, les candidats majeurs ont été, du côté de l'opposition, des candidats indépendants. Mais portés par des coalitions. Ouais, mais ce qu'il oublie, voilà, c'est que ces candidats ont été portés par des coalitions de partis politiques. Parce qu'en 2009, André Mbaobam va être un candidat consensuel, mais qui a connu le ralliement de plusieurs partis politiques, notamment le RPG de Paul Mba Abessol. En 2016, Jean Ping, qui sera le candidat majeur de l'opposition, a été soutenu par un ensemble de partis politiques qui ont fait de lui le candidat consensuel de l'opposition. Parmi ces partis, il y a l'Union nationale, il y a le RPG, il y a l'UPNR de M. Gaston Maïla, il y a des personnalités politiques comme Jean-François Touméman. En 2023 aussi, le professeur Onda Ossa, qui va être le candidat consensuel de l'opposition, va recevoir le soutien des autres partis politiques. Donc, c'est pour dire que les partis politiques jusque-là ont joué leur rôle. Mais par contre, à cette élection, pour l'instant, le seul candidat qui a reçu le soutien des partis politiques, c'est le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema avec la cohorte des congrès qui s'est organisé le week-end dernier. C'est le seul candidat jusque-là, candidat indépendant, mais qui reçoit le soutien des partis politiques. Autrement dit, les 7 autres candidats, pour l'instant, je n'ai pas entendu que ces candidats aient reçu le soutien d'un parti politique. Et je me dis, ce n'est pas bien pour notre démocratie, parce que le processus de construction démocratique dans lequel nous sommes engagés depuis 1990 est basé sur l'existence des partis politiques. Même si nous avons crié à Hu et à Dia qu'il y avait trop de partis politiques, mais il faut retenir que la démocratie est consubstantielle à l'existence des partis et que les plateformes associatives n'ont jamais constitué, n'ont jamais animé une démocratie nulle part au monde. Nulle part au monde. D'ailleurs, quand vous regardez les associations, c'est des groupes qui naissent tout de suite. Un acteur politique a parlé des oiseaux migrateurs, mais je ne voudrais pas pousser le bouchon jusque-là, mais il faut quand même reconnaître que après l'élection présidentielle, si vous faites l'inventaire de ces partis, de ces associations, plusieurs auront disparu. Donc, de ce point de vue, nous ne pouvons pas donner crédit à long terme de l'existence des partis, des associations qui doivent pouvoir animer notre processus de construction démocratique. Il y a à vos côtés un responsable d'une association politique, le Rassemblement patriotique et républicain pour le Gabon, Jean-Yves Tindon. Est-ce que le discours de Jonathan Totumgom, ça vous fait sourire, je vous vois sourire? Est-ce que ça veut dire quand vous balayez d'un revers de main le propos de Jonathan Totumgom au sujet de ce que pourraient apporter les associations apolitiques? Parce que la plupart des associations qui soutiennent la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a une majorité d'associations qui sont des associations apolitiques, ce n'est même pas des mouvements politiques. Écoutez, je ne partage, mais alors là, pas du tout, son point de vue, même si je le respecte. Il faut dire que dans notre pays, le Gabon, il y a déjà un peu trop de partis politiques. Et le constat qui est fait, c'est que les partis politiques... Permettez-moi, oui, permettez-moi, s'il vous plaît. Le constat qui est fait dans notre, pays, c'est que les partis politiques sont en sommeil. Non, je veux qu'on continue le débat. Quand il affirme qu'il y a déjà trop de partis, je donne le chiffre, c'est 104. Non, petit frère, je vais vous permettre de continuer. Mais c'est un débat. Vous dites qu'il y a trop de partis politiques. Donc, ça veut dire que vous faites une comparaison. Il y a combien d'associations jusque-là? Permettez-moi de terminer. Vous n'êtes même capable de donner un chiffre. Permettez-moi de terminer. Il y a 104 partis politiques au Gabon, légalement reconnus. Mais pour combien d'associations? Donnez-nous un chiffre. Vous savez, les partis politiques dans notre pays sont en sommeil quand il n'y a pas de campagne électorale, quand il n'y a pas d'élection, quand il n'y a pas d'enjeux électoraux. Ça, il faut le reconnaître. Je ne pense de même, pas. non. Laissez-moi terminer, monsieur Toutumgom. Non, c'est moi qui distribue la parole. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Les partis politiques dans notre pays sont en sommeil quand il n'y a pas d'enjeux électoraux. Ça, c'est un fait.
Aujourd'hui, on se plaint qu'il n'y ait que des associations qui accompagnent la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Déjà, je voudrais revenir sur cette candidature et non sur les associations. Ce n'est pas la candidature. Il n'est pas question ici d'une candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema. C'est la candidature du peuple gabonais. C'est la manifestation de la volonté du peuple gabonais qui est portée par Brice Clotaire Oligui-Nguema à travers ses associations. Les associations que vous critiquez aujourd'hui sont mis donc sur la place publique tout simplement parce que quelque part, les partis politiques ont échoué. Oui, c'est vrai que c'est grave, mais permettez-moi et après vous allez comprendre. Oui, merci que Permettez-moi et après vous allez comprendre. Dans notre pays, moi je suis né à la fin des années 80, donc je suis très jeune de nous tous ici, je suis le plus jeune. Certainement, oui. Voilà. Les partis politiques dans notre pays, comme je le disais, n'existent qu'en temps électoral. On a parlé aujourd'hui des associations et des... Et les associations et... On a parlé de quoi, les associations et... Non, permettez-moi, M. Pambo. D'accord. On essaie de comprendre un peu le fond de votre pensée par rapport à ce que vous dites en ce qui concerne ce qui pourrait rendre légitime la présence des associations, des mouvements apolitiques dans cette campagne électorale. Je crois que Rufin Totomba a fait un point en rapport avec cette période de transition dans laquelle on est depuis le 30 août 2023. Est-ce que, Rufin Totomba, on peut se dire que le fait qu'il y ait eu, est-ce qu'il y a eu une forme d'abord de confusion née et entretenue depuis le dialogue national inclusif d'Angonje, où le peuple, parmi les 38 000 contributions citoyennes qui avaient été faites, il y a une spécifiquement qui avait demandé qu'on mette l'existence des partis politiques entre parenthèses, mais surtout du Parti démocratique gabonais. Il n'a jamais été question de mettre les partis politiques au Gabon sous sommeil. L'idée a failli prospérer, mais je crois que le CTRI a dû faire marche arrière quand on lui a montré l'intérêt de laisser les partis politiques continuer à exister dans un pays dit démocratique. Je dis qu'il y a une conspiration contre les partis politiques. Depuis le début de la transition. Et je vais démontrer que ça avant même la transition. Alors ce que le frère vient de dire tout à l'heure est une contre-vérité. Au Gabon, nous avons 104 partis politiques et les partis politiques existent en continu, sauf qu'ils sont en activité électoraliste en période électorale. Parce que c'est la période des campagnes, c'est la période d'élection. C'est pour cette raison que nous sommes visibles à ce moment. Mais entre-temps, nous avons des formations, nous avons des permanences qui travaillent au quotidien et qui sont en relais avec les élus, avec les politiques, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas vrai. Les associations, il faut que les associations se définissent. C'est quoi une association? Une association ne fait pas la politique. Or, aujourd'hui, nous avons des associations qui sont des entrepreneurs politiques. Parce que c'est ça la vérité. Moi, je vais vous dire. Mais comment on a eu des acteurs politiques je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, j'étais à la PG 41. Oui. À la PG 41, lorsque un camp des partis politiques a été mis en minorité au cours d'une élection, la PG 41, ils sont allés créer alternance. Et quand ils créent alternance, ils font venir les forces vives de la nation, dans la société civile. Les associations, c'était parce qu'ils étaient en minorité dans l'environnement politique. Et c'est ce qui a fait que quand le général prend le pouvoir, mais ce sont les mêmes qui vont mettre cette stratégie de tuer les partis politiques. C'est ça la vérité. Ce sont les mêmes. On a suivi quand le président a pris. On a vu les sages qui sont sortis au créneau pour dire les partis politiques. C'est une stratégie savamment montée. On a vu la place qu'on a donnée à certains. Je peux parler du vice-président de l'Assemblée, ainsi de suite. Ils sont nombreux qui sont dans les postes aujourd'hui. Mais ils font de la politique. Et ils ne veulent pas assumer ce statut de parti politique. Donc c'est pour dire que c'était un faux débat. C'était un faux débat. Nous avons un environnement, n'est-ce pas, qui a été valorisé pour tuer les partis politiques. Mais ce qui est fondamental, c'est que là, nous sommes en période de campagne. Nous sommes en période de campagne et on voit, on peut analyser ce qui se passe. Mais ces associations, ça vote où? Ça ne vote pas. Nous avons tous les résultats du référendum. Nous savons ce qui s'est fait au référendum. Alors, est-ce que les partis politiques traditionnels ne sont pas en train de faire justement la politique de l'autruche? On va revenir une fois de plus. Pas du tout. On va revenir, laissez-moi aller, vous allez comprendre. On va revenir à 1990, qui est cette période charnière dans l'histoire moderne du Gabon. Jonathan Totom Ngom. On a parlé évidemment de 90, et tout à l'heure je l'ai dit, et ces partis politiques
dans le PDG, dont les partis qui étaient opposés au PDG et qui avaient des leaders charismatiques comme le RNB, comme le PGP, comme le PSG. Il y avait plusieurs partis politiques. De 1990 jusqu'en 2023, malheureusement, le constat qui est fait, c'est que la classe politique elle-même, elle s'est comme un peu sabordée au regard d'un ensemble de critiques formulées par les populations gabonaises dont les espoirs auraient été plus ou moins finalement déçus par certains acteurs politiques. Est-ce que c'est le peuple qui ne comprend pas, le peuple gabonais qui ne comprend pas ce que c'est faire de la politique, ou ce sont les acteurs politiques qui ont abusé de la confiance du peuple gabonais au point où les politiciens sont devenus des véritables repoussoirs de la part des populations qui aujourd'hui n'accordent plus de crédit, on va dire, à certains acteurs politiques. Pas tous, il y a des acteurs politiques, vous le savez, qui ont eu du crédit, même au sein du PDG, encore plus dans l'opposition. Mais une bonne partie de ces acteurs politiques, malheureusement, ont dilapidé leur capital sympathie ou crédit auprès des populations. D'abord, nous parlons des choses sérieuses. Quand on affirme que les partis politiques ont échoué, je ne sais pas à quel niveau se situe cet échec. Le monde politique n'est pas homogène ou linéaire. En 1990, nous n'avons pas plusieurs partis politiques. Nous avons un seul parti politique lorsque nous allons à la conférence nationale. C'est le Parti démocratique gabonais, qui est un parti politique légalement constitué qui existe depuis 1968. Et nous sommes dans le monopartisme. Il y a un mouvement à caractère politique, c'est le Morena. Né dans la clandestinité. Morena, né dans la clandestinité avec la marche de septembre 1981 à la gare routière. Dont les leaders sont Simon Yonaba, Adrien Nguema, Paul Mbabessola en France et bien d'autres, Paul-Marie Tomo. Et voilà l'histoire, jeune homme. Donc, à partir de ce moment, il y aura 75 associations à caractère politique lorsque le président Omar Bongo lance l'ouverture de la conférence nationale. 75 associations à caractère politique se constituent, dont plusieurs vont se muer en partis politiques après, au terme de la conférence nationale. Voilà pour l'histoire. Mais maintenant, quand on dit les partis politiques ont échoué à quel niveau? La vie politique d'une nation est faite de hauts et de bas. Vous avez des partis qui sont forts à un moment donné. Ces partis, ce que le président Omar Bongo avait dit, aujourd'hui, les partis de la majorité peuvent se retrouver dans l'opposition et les partis de l'opposition peuvent se retrouver dans la majorité. C'est cela le jeu démocratique. Vous avez la France. La France aujourd'hui, vous avez des anciens partis issus par exemple du RPF de De Gaulle, en RPR de Chirac, qui est devenu l'UMP et qui est devenu aujourd'hui les Républicains. Mais qui aujourd'hui se perd aujourd'hui dans l'anderneau politique français où on assiste à l'émergence des extrêmes, l'extrême gauche de Jean-Marie Mélenchon, l'extrême droite de Marine Le Pen. Donc on ne peut pas dire que le Parti socialiste a échoué, le RPR a échoué, mais c'est un jeu démocratique où à un moment donné, le peuple a une préférence pour tel parti en fonction de leur programme de société et de leur projet de gouvernement. Je veux bien venir aux associations. Il faudrait que ces associations, qui entretiennent l'ambiguïté politique, c'est ce qu'on appelle entretenir l'ambiguïté politique, parce que ces associations, d'accord, les partis politiques ne sont en activité que pendant les élections, mais les associations ne naissent qu'à la veille des élections. Et ces associations qui ne veulent même pas assumer du fait, sont-elles de la société civile ou de la société politique? C'est de véritables chauves-souris. Et donc, ni animal, ni oiseau, des chauves-souris. Et qui ne connaissent pas un véritable maillage au niveau territorial. Je ne sais pas si ces associations... Moi, je ne suis pas contre... Il faut lever cet équivoque. Nous ne parlons pas des associations qui soutiennent le président Oligui. Nous parlons globalement des associations qui entretiennent une ambiguïté politique et qui n'existent que pendant la période électorale et qui n'ont pas un maillage territorial, c'est-à-dire qui ne sont pas implantés dans le territoire. Avec ces associations qui sont nées. Mais oui, comme plusieurs partis politiques également. Qui n'ont aucun maillage, qui n'ont jamais eu de lu, qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de militants. C'est pourquoi nous avons pris des garde-fous pendant les différents dialogues en disant, si au cours d'une élection, de deux élections,
un parti politique n'arrive pas à avoir un certain nombre d'élus, ce parti mérite d'être dissous. Tout comme nous avons pensé que pour 2 millions d'habitants, 104 partis politiques, c'était trop. Et nous attendons la nouvelle loi sur les partis politiques, une recommandation forte du dialogue inclusif d'Agonje. Et donc, à partir de ce moment-là, nous disons les associations doivent lever leur ambiguïté politique. Ou on fait de la politique, ou on ne la fait pas. Et de ce point de vue, nous avions vu l'activisme des associations pendant le référendum. Mais quel a été le taux de participation de ces associations? Jean-Christine, vous êtes responsable du Rassemblement patriotique et républicain pour le Gabon. Alors le débat sur l'apport des associations durant cette campagne électorale en rapport avec l'élection présidentielle, vous avez choisi un camp déjà, un candidat, un camp? Le candidat des Gabonais, Brice Clotaire Oligui-Nguema, tout simplement. Et vous avez décidé de faire campagne, de mener campagne pour lui? Bien sûr. Pour les autres ne sont pas les candidats des Gabonais. Pourquoi on leur a... Non, mais pourquoi on les a autorisés alors? Permettez-moi, chérie. Permettez-moi. On va écouter Jean-Christine. Non, d'accord. Mais vous savez, il y en a pas avec... Non, vous avez eu le temps de développer... Il faut avoir du respect pour les autres compatriotes. Oui, on vous a compris. Si on ne peut pas les respecter, mais il faut au moins leur accorder le respect parce qu'ils sont candidats à une élection présidentielle. D'accord, on écoute Jean-Christine donc, oui. Comme je le disais, le Rassemblement patriotique et républicain pour le Gabon, membre du Rassemblement des bâtisseurs, plateforme qui a été créée donc pour accompagner la candidature du peuple gabonais, il faut le dire ainsi, soutient la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema et nous avons commencé à travailler justement dans ce sens. Il faut dire, et là mon grand frère le sait, que lorsque le président de la transition s'est adressé au peuple gabonais, il a dit, à l'issue de la transition, ils remettront le pouvoir aux civils. C'est ce qui a été dit. Les Gabonais, dans leur entièreté, se sont mobilisés, se sont manifestés. On fait la demande à ce qu'ils soient portés candidats. Tous les Gabonais voulaient qu'ils soient candidats à l'élection présidentielle. Ils ont même cotisé jusqu'à hauteur de 30 millions. On a vu des reportages à Mouila, des Gabonais qui se sont mobilisés, et ça, vous n'allez pas me dire que c'est faux. On a vu des reportages des Gabonais qui se sont mobilisés afin de réunir la somme de 30 millions de francs CFA pour sa caution. Aujourd'hui, il a tout simplement... Vous parlez des Gabonais ou des associations? Non, je parle des Gabonais. C'est ceux qui sont dans les associations, c'est aussi des Gabonais. La société civile, oui, on a compris. Ceux qui sont dans les associations, c'est des Gabonais. C'est-à-dire que l'adhésion populaire née du coup d'État ou du coup de libération de 2023 est mise à contribution, enfin, la mobilisation populaire qui est constatée autour de la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema. On va revenir sur ce reportage de nos confrères de Gabon Première, puisque le ministère de l'Intérieur est sur le pont depuis plusieurs semaines maintenant pour faire en sorte qu'il y ait une organisation aboutie du processus électoral de cette élection du 12 avril prochain. Le ministère de l'Intérieur, par la voix et la présence physique d'ailleurs du ministre Herman Imungo, qui a donc remis des moyens roulants aux différentes commissions afin de rendre opérationnelles ces commissions électorales sur l'ensemble du territoire. Président de la commission provinciale, je vous remets les clés des moyens roulants affectés aux commissions de la province de Logou et Vindé. Faites en bon usage. Ces véhicules, pour la plupart, ont servi dans le cadre du référendum. Ils ont été rapportés, ils ont subi un entretien, donc vraiment, faites-en en bon usage. Ce sont au total 88 commissions électorales locales qui viennent de recevoir ces outils de travail qui leur permettront de se mouvoir dans leur circonscription d'affectation sur le territoire national. À partir de maintenant et depuis le moment où vous avez prêté serment, vous portez cette responsabilité. Vous êtes attendu dans vos circonscriptions. Dès que vous arrivez, comme il est d'usage, vous devez vous faire connaître aux autorités administratives et consulaires diplomatiques pour ceux qui iront à l'extérieur, prendre vos quartiers et commencer à travailler. Nous avons bouclé l'opération de révision de la liste électorale. Nous allons la publier, la liste électorale définitive sous peu. Nous avons déjà fixé le nombre de bureaux de vote. Donc tout cela sera mis à vos dispositions pour l'identification des lieux et pour commencer à travailler. En remettant les clés au président des commissions électorales, Herman Imungo est à nouveau revenu sur la nécessité d'être rigoureux, impartial et professionnel. Travaillez avec ce que vous avez. Travaillez en vous reposant sur ceux qui ont déjà fait cet exercice et qui peuvent être d'une utilité particulière. Vous n'allez pas régler tous les problèmes.
nous sommes arrangés pour mettre à vos dispositions des moyens qui vous permettent de régler les principaux problèmes. Faites preuve de responsabilité, faites preuve de professionnalisme et n'hésitez pas à faire acte de pédagogie. Il faut enseigner, il faut parler, il faut communiquer, il faut expliquer pourquoi une décision est prise et pas une autre. Au volant de ces moyens roulants, les commissions vont devoir rallier de façon imminente leurs commissions respectives. Voilà, c'était donc là un reportage de nos confrères de Gabon Première relatif à cette remise de moyens roulants du ministère de l'Intérieur aux commissions électorales. Le ministère de l'Intérieur, par le truchement des 2 organes qui ont été mis en place pour l'organisation de cette élection, a également été au siège de Multipresse. Donc, on peut le voir sur ces photos, à l'image des urnes qui sont prêtes. Il y a également les bulletins de vote, je crois, des enveloppes, ce sont des enveloppes aussi. Enveloppe poubelle, on a vu. Donc, la CNOSER et la SER, avec la présence de Herman Imongo aussi, qui a tenu donc à aller s'enquérir de l'état d'avancement ou de la disponibilité de ce matériel. Jonathan Toutoumgom, on a vu que l'élection présidentielle de 2023 avait été finalement mal organisée parce que le jour du vote même, plusieurs matériels électoraux n'étaient même pas disponible dans certains centres de vote en province. Là, il faut véritablement s'y prendre à temps pour éviter qu'on ne retombe à nouveau dans les travers de ce qu'on a connu en 2023. Oui, mais je pense que le CTRI l'avait déjà dénoncé, c'est-à-dire les conditions d'organisation de l'élection de 2023 ne répondaient pas aux normes démocratiques, que ce soit au niveau de la préparation matérielle, qu'au niveau du rendu des résultats et bien même des acteurs qui ont pris part à cette organisation en tant que membres du CGE. Et d'ailleurs, on n'a jamais connu ça, c'était inédit, qu'on change les règles du jeu en plein processus électoral, notamment avec le code électoral modifié à travers l'introduction d'un bulletin unique qui devait mélanger, arrimer l'élection du pouvoir législatif à l'élection du pouvoir exécutif. Donc tout cela a été un cafouillage total jusqu'à ce qu'on manque de matériel électoral dans certains centres de vote. Et donc, je pense que c'est pour ne plus revivre ce genre de souvenirs que le gouvernement de transition a pris le taureau par les cornes et nous sommes tout à fait heureux de voir qu'au niveau, par exemple, de Multipresse, on voit les urnes, les enveloppes qui sont entassées. On voit le ministre de l'Intérieur, en charge de l'Intérieur, qui distribue du matériel roulant. Bon, c'est du régalien, personne d'autre ne peut le faire. C'est normal que ce soit le ministère de l'Intérieur qui le fasse, ça ne relève en rien de l'exceptionnalité. Donc, de ce point de vue, nous osons croire que cette élection aura des conditions matérielles requises et que les Gabonais pourraient voter en toute tranquillité sans pour autant qu'il y ait le manque de bulletins ici ou là, qu'il y ait un manque d'urnes, qu'il y ait un retard de convoyage du matériel électoral. Cela ne fait pas sérieux pour une démocratie qui se construit quand même depuis un peu plus de 30 ans, depuis 1990. Jean Aristide, dans le reportage qu'on a suivi de nos confrères de Gabon Première, le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, a notamment tenu à dire aux responsables des commissions électorales de faire œuvre de pédagogie sur le terrain. C'est important, la pédagogie, en cette période préélectorale et pendant la campagne. Bien sûr. Alors, il est important de rappeler que là, on essaie de faire mieux que ce qui a déjà été fait en 2023, comme le disait le grand frère. Essayer de mieux se préparer, mieux s'outiller, faire preuve de pédagogie, parce qu'à l'arrière-pays, il y a des Gabonais, il y a des compatriotes qui ont besoin d'informations qui ne sont pas au fait donc, de ce qui se fait. C'est aussi là, donc, à travers ce reportage, l'occasion de montrer aux Gabonais par le ministère de l'Intérieur qu'on a décidé de restaurer les institutions. On vous montre comment ça se passe étape par étape, le processus de vote. Et c'est un peu ça. Donc je pense que, comme le disait le grand frère, on est dans le régalien.
mais le régalien, c'est aussi bien de le montrer à la télé afin d'informer les Gabonais sur ce qui se fait. On aura dans quelques minutes en direct depuis OIM, notre correspondant dans la province de Wolontem, Jeune Litbaski Ekoga, Rufin Tuntumba. L'organisation d'une élection, évidemment, est très importante avec ces différents paramètres qu'il faut absolument maîtriser pour que, au terme de l'élection, on ait un processus électoral abouti, on l'a dit. Et pour ce qui est de l'ensemble des matériels utilisés, évidemment que le ministère de l'Intérieur devrait tout faire pour que l'ensemble des bureaux de vote sur le territoire et dans la diaspora, notamment, soient fournis. Parce qu'on revient sur 2023, il y avait des centres de vote ou des bureaux de vote, il n'y avait même pas des bulletins de vote des candidats. Oui, je crois que c'est pour rassurer parce que ce qu'on a vécu en 2023, c'était tout sauf une élection. Parce qu'on a vu les imprimeries de quartier imprimer les bulletins de vote. C'est pour cette raison qu'il y avait plusieurs couleurs, il y avait plusieurs tonalités. Mais je crois que c'est pour rassurer d'abord les candidats, c'est pour rassurer la communauté nationale sur la capacité du ministère à organiser les élections, parce qu'il y a un débat porté là-dessus. Et je crois que le ministre, c'est à juste titre qu'il fait passer ces images pour qu'on comprenne que le ministère est prêt. Donc les bulletins pour les enveloppes à coller sont prêtes, les urnes sont prêts et que tout le dispositif est mis en œuvre, les véhicules roulants, pour permettre aux candidats d'aller afficher la liste électorale partout dans tous les villages et tous les centres de vote. Je crois que c'est une façon pour le ministère de rassurer et d'apporter la sérénité à cette élection. Évidemment, puisque le processus électoral est déclenché depuis plusieurs semaines maintenant, en amont, il y a donc toutes ces différentes étapes. On a notre correspondant Eugène Litbaski Ekoga depuis la ville d'Oyem, capitale provinciale du Wolontem. Eugène Litbaski, bonsoir. Bonsoir le plateau. Merci beaucoup d'être sur Télé Africa dans le cadre de ce programme spécial dédié à l'élection présidentielle. On vous dit tout. Alors dites-nous, vous êtes sur le terrain depuis plusieurs semaines maintenant. L'actualité politique, c'est l'organisation le 12 avril prochain de l'élection présidentielle. Est-ce que cette élection présidentielle suscite un vif intérêt auprès des populations oyémoises et en général celles de la province du Septentrion? Il faut dire ici qu'à quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale présidentielle, précédant donc le scrutin du 12 avril 2025, les partis politiques et autres associations multiplient à Oyem des rencontres et autres opérations de charme avec les populations, assorties évidemment de l'installation de leur structure de base pour une occupation rationnelle de terrain. Nous citerons donc le rassemblement des bâtisseurs, le RPM, l'UPR, le PDS et le Parti démocratique gabonais, sans omettre également la pensée patriotique qui ne cesse donc d'être présent sur le terrain pour chercher de convaincre la population. Du côté donc des candidats adverses, aucun signe de leur état-major n'est à signaler à Nkoumé, ce qui suscite donc et alimente les conversations des populations sur le sérieux de ces candidatures, entendu qu'une élection présidentielle ne saurait être anticipée et par conséquent, la politique a horreur de la chaise vide. Pendant ce temps, l'on note également des motions de soutien à la candidature du CTRiste en chef au détriment de ses adversaires qui certainement affûteraient leur stratégie pour descendre sur le terrain afin de tenter de convaincre à la dernière minute les populations. En tout cas, voilà brièvement présenté l'atmosphère politique qui prévaut actuellement dans la ville d'Nkoumé à Oyem. Alors, est-ce que sur le terrain, en ce qui concerne la liste des candidats retenus pour cette élection présidentielle du 12 avril prochain, ils sont 8 candidats désormais. Qu'est-ce qui se dit dans les troquets, dans les salons feutrés, dans les administrations? Que se dit-il au sujet justement de ces 8 candidatures? Alors, au-delà donc de la candidature de Brice Oligui Nguema,
Donc, les fervents défenseurs sont sur le terrain depuis presque plusieurs jours du côté des 7 autres candidats et au regard de leur absence sur le terrain, les populations s'interrogent, se posent la question de savoir sur le sérieux de ces candidatures. Voilà pourquoi je soulignais tantôt que la politique ayant horreur de la chaise vide, ces populations s'interrogent donc sur le retard accusé par ces candidats et évidemment par leurs états-majors qui, au-delà, devraient être présents sur le terrain comme le font les autres pour chercher, n'est-ce pas, d'anticiper, d'organiser des causeries de pré-campagne en vue de l'ouverture officielle de la campagne électorale. La grande interrogation aujourd'hui que les populations se posent est celle de savoir pourquoi les 7 autres candidats et leurs états-majors sont absents sur le terrain. Est-ce que ces candidatures sont bel et bien valables pour conquérir? En tout cas, nous ne saurons le prédire aujourd'hui, mais c'est la grande question que se pose aujourd'hui la population au regard donc de l'absence sur le terrain des états-majors politiques de ces autres candidats. Alors, une dernière question, Lydie Baski et Jeanne Ekoga, sur le plan organisationnel. On a vu dans cette émission la mobilisation du ministère de l'Intérieur qui a remis des moyens roulants aux commissions, à l'administration aussi. La visite au siège de Multipresse pour s'enquérir de la disponibilité des matériels qui seront utilisés durant cette élection présidentielle. Comment est-ce que l'administration s'organise au niveau du gouvernorat, des préfectures, des délégations spéciales, donc des mairies? À ce sujet, il faut noter que des rencontres se multiplient ici dans la province du Haut-Linthème, notamment en l'occurrence dirigées par le gouverneur de province. En ce qui concerne la dotation ou les équipements en matériel pour l'organisation de cette élection présidentielle, nous ne pouvons pour le moment nous aventurer dans ce sens, puisque étant entendu que nous n'avons jamais eu jusqu'à présent un écho favorable par rapport à cette dotation. Mais aux dernières minutes, il nous revient et de sources autorisées qu'une importante délégation de la Cour constitutionnelle serait dans la localité, certainement, pour bien organiser les choses, pour bien approprier les choses, afin que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. On vérifiera évidemment ces informations. Merci beaucoup, Lydie Baski Ekoga. Vous êtes correspondant de Téléafrica dans la province du Haut-Linthème. Merci pour votre apport et évidemment que vous nous ferez régulièrement le point sur le déroulement de cette campagne électorale, l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. On va revenir donc sur le plateau et faire un tour rapidement du côté de la commune d'Akanda. Nous étions le week-end dernier en immersion au siège du mouvement le rassemblement des bâtisseurs. On a surpris évidemment ces membres en pleine activité. Vous pouvez avoir donc les images de ce rassemblement, du rassemblement des bâtisseurs. Donc la mobilisation qui se poursuit. D'abord là, on a une ambiance plutôt sereine, en pleine activité. C'est l'état-major, c'est là le cœur de ce mouvement. C'est là-bas où bat le cœur de ce mouvement dans la ville, c'est même pas à Kanda, on est à Okala, c'est Okala, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville et non dans la commune d'Akanda. On a pu voir évidemment ces adhésions qui se poursuivent, mais également les différents membres des différentes commissions qui remettent chaque jour l'ouvrage sur le métier afin de pouvoir être prêts. On va d'ailleurs écouter le responsable de la coordination ou le coordonnateur en charge des associations, des fédérations, des syndicats de la société civile, Marcona Essangui, qui a bien accepté de nous répondre. Il s'explique, il donne son point de vue sur la forte mobilisation observée autour de la candidature de Brice Clotaire au Oligui Nguema et autour justement du mouvement le Rassemblement des bâtisseurs. Je pense que cet engouement est lié à une certaine innovation. Beaucoup pensaient que le candidat Oligui allait s'abriter sous le PDG, sous l'Union nationale, sous Osiman. Je crois qu'il a surpris tout le monde. Il a créé un mouvement qui intègre les partis politiques, les syndicats, les associations, et fonctionner de manière autonome, comme d'habitude.
Alors, je crois que c'est une innovation. Les Gabonais ont envie d'avoir un autre son de cloche que celui que les partis traditionnels nous servent tous les jours, le PDG, l'Union nationale, etc., etc. Et c'est un mouvement qui intègre non seulement des personnes nouvelles, une nouvelle génération, parce que moi aussi j'ai été surpris de voir la composition du directoire des bâtisseurs, composé de jeunes, composé de quelques connus comme moi. Je suis le plus vieux de la bande, mais tous les autres sont constitués de jeunes, de plus jeunes. Je crois que c'est une innovation et je pense que c'est un peu cette innovation qui suscite la décision. Voilà, c'était donc le propos de Marc Ona et Sangui. On va maintenant aller au sud-est du Gabon, dans la province de Logoué, Lelo, où un des 8 candidats y a été récemment, Stéphane Germain Iloko Boussengui, au contact des populations. Dans la province de Logoué-Lolo, le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, Stéphane Germain Iloko, s'est exprimé aux populations de l'ITB dans la ville de Koulamoutou, appelant à voter en sa faveur, car pour Iloko Boussengui, il est chez lui et il serait inadmissible que les siens ne puissent voter pour lui. Les Adouma, les Awandji, les Nzebi doivent me voter. Je suis le seul candidat qui représente les Massango du Gabon. Depuis Koulamoutou, Mimongo, Mbigou, Lebamba, Malinga, Mouila, Lambarélé, Kango, Port-Gentil-Libreville, vous devez voter vous-même. Ici, je suis à domicile. Ici, je suis chez moi. Et je dois être voté depuis Mwanda jusqu'à Libreville. Poursuivant ses propos, le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 12 avril prochain a insisté sur la formation des jeunes, car notre pays a besoin de ces jeunes pour mieux gérer les ressources du pays. Un Gabonais doit avoir un métier. C'est pour ça que l'école dans laquelle on envoie nos enfants doit être une école qui prépare nos enfants au métier. Le Gabon a le pétrole. Il faut que les Gabonais apprennent à gérer les métiers du pétrole. Le Gabon a le manganèse. Il faut que les petits Gabonais apprennent les métiers du manganèse. Le Gabon a le bois. Il faut que les petits Gabonais apprennent les métiers du bois. Et ça, c'est dans tous les domaines. On a l'or. On a l'uranium qu'on a laissé tomber à Mounana. On a beaucoup de minerais. Il faut apprendre à exploiter l'or. Vous avez ici les meilleurs bois du Gabon. Il faut que les enfants de Logoué-Lolo sachent la transformation du bois. Stéphane Germain Iloko serait quant à lui le candidat de la rupture avec le passé et voudrait que tous les Gabonais puissent vivre dans une égalité parfaite. Voilà, c'était donc un reportage signé de nos confrères d'Équateur TV Gabon. C'est une web TV. Jonathan Totomgom, dans ce reportage, on a évidemment entendu le candidat Stéphane Germain Iloko Boussengui revenir sur ce que lui tient à cœur, c'est-à-dire être le candidat de sa communauté. Et le point mérite d'être soulevé puisque ce week-end, il y a eu, notamment sur les réseaux sociaux, de façon virale, plusieurs réactions au sujet d'une mobilisation qui a été organisée, je pense, par Aurélien Minsamingema. Certains se sont insurgés par le simple fait qu'ils se soient adressés à son auditoire en langue vernaculaire. On rappelle que c'était une réunion où étaient présents que les membres de la communauté Fan. Alors, est-ce aujourd'hui un crime que de pouvoir s'exprimer dans son langue vernaculaire à sa communauté? Et lorsque Stéphane Germain Iloko Boussengui, candidat à l'élection présidentielle, se revendique comme étant le candidat des Massango ou souhaite que les gens de sa communauté le votent, est-ce un crime que de pouvoir compter sur son terroir, sur sa base communautaire? Bon, vous me voyez rire, ce n'est pas que je manque de considération pour ce que vous êtes en train de dire ou pour mon grand frère Iloko, avec qui j'entretiens de très bonnes relations depuis fort longtemps. Mais j'ai envie de dire, pour être plus sérieux, que je ne comprends pas dans ce pays, peut-être, pardon de vous le dire, lorsque cela émane des fans, les gens crient.
au crime de lèse-majesté. Je ne sais pas le reproche qui est fait au jeune Aurélien Mintsamingema. Je dis jeune par rapport à moi. C'est un petit, je pense, que j'ai vu venir à l'université. J'ai effectivement suivi le discours d'Aurélien lorsqu'il était au 6e arrondissement à Nzengayon, rencontrer sa communauté. Mais on ne peut pas nous faire le reproche de ne pas vouloir maintenir notre culture et en même temps nous faire le reproche de s'exprimer dans nos différentes langues. Aurélien a pris la responsabilité de s'exprimer en langue fan face aux siens. J'ai suivi ce discours, il n'y avait aucun mot de relan identitaire dans ce discours. J'ai suivi cette vidéo de bout en bout. Aurélien n'a rien dit qui frise le repli identitaire ou qui va à l'encontre d'autres communautés. Non, j'ai suivi ce discours. Est-ce que c'est le fait de parler enfant qui heurte les autres? Mais voilà le candidat Iloko qui demande, mais en français, à sa communauté de voter pour lui parce qu'il est le seul candidat de Massango. Personne n'en parle. Mais venant d'un écan, d'un fan, on dit oui, c'est le repli identitaire. Mais Jésus parlait en araméen. On lui en a fait le reproche de ne pas pouvoir s'exprimer en anglais, si tant est que l'anglais existait à cette époque. Moi, j'ai vu le président Omar Bongo parler en sango, une langue de Centrafrique. En quoi c'est mauvais? Vous parlez en Teke ou en Vous parlez en Teke. J'ai vu le président Omar Bongo parler en Teke chez lui. Mais en quoi ça ferait du mal? Parce que le jeune Aurélien Mintsamingema s'est adressé aux ressortissants enfants qui vivent dans le quartier Nzangayomo au 6e arrondissement. On dit il s'est exprimé enfant, c'est un repli identitaire. Non, mais à un moment donné, il faut qu'on sache que, bon, comme disait Mobutu, on ergo tout de cela. C'est quand même inconcevable. Bon, alors, le discours du candidat locaux est dangereux. Est-ce qu'il pense qu'il peut être élu président de la République rien qu'avec sa communauté Massango? Je ne pense pas. Est-ce que ce discours-là, quand il le dit dans la province de Logoué-Lolo, est-ce qu'il ne surfe pas justement sur cette fibre ethnique pour espérer puiser dans ce réservoir-là au nom de la communauté, au nom du lien qu'il y a sur le plan linguistique, justement communautaire, Jean-Aristide Ndong? Bien sûr, absolument. Mais après, comme le disait le grand frère, quand on aspire à diriger un pays, à diriger des peuples, à diriger une communauté, il y a des discours qui ne sont pas bons à tenir. C'est du repli identitaire. Je n'ai rien à dire parce que tout simplement, de ce qu'on a vu dans ce reportage, je tombe des nues. Alors, vous parlez de repli identitaire, est-ce que ce n'est pas une belle hypocrisie, justement, parce que quand on met le marqueur, évidemment, sur les résultats électoraux enregistrés au Gabon depuis 1990, Rufin Totomba, on revient sur les pourcentages, souvent engrangés par certains grands leaders charismatiques de notre pays. On voit bien que ces leaders-là ont souvent été votés massivement par leurs différentes communautés. Ça a été le cas avec Pierre Mamboundou, qui faisait des scores quasiment à la soviétique dans le sud du Gabon. Ça a été le cas pour André Morobam en 2009, qui avait fait un raz-de-marée dans la province du Molentem. Pourquoi est-ce que ça gêne justement lorsque, si vous êtes candidat... Non, vous ne citez pas le cas de Jean Ping, qui a eu le plus grand nombre de voix dans la province du Molentem par rapport à l'Ogooué maritime qui est sa province. Ça aussi, il faut le relever. C'est que Jean Ping, en 2016, la province du Molentem a été la première à voter massivement pour Jean Ping. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, ça c'est l'exception qui confirme la règle. Mais pour Mamboundou et André Morobam, vous savez que c'est la vérité. Pour Mamboundou et André Morobam, c'est la vérité. Non, mais relever aussi un fait, pour avoir observé des élections, c'est que les candidats FAN ont obtenu moins de voix en zone non-FAN que les candidats non-FAN obtenus en pays FAN. Ça, il faut le dire. Et je peux vous citer les cas comme ça. Si vous prenez les scores d'Omar Bongo en pays FAN, et vous prenez les scores de Mbabe Sol en pays non-FAN, si vous prenez les voix d'Ali Bongo en pays FAN, et les voix d'André Mbaobam en pays non-FAN, vous remarquerez que les candidats FAN obtiennent moins de voix en pays non-FAN, et les candidats non-FAN obtiennent plus de voix en pays FAN. Ça veut dire que ceux qui accusent les FAN de pratiquer le repli identitaire, comme le procès en sorcellerie qui est fait contre Aurélien aujourd'hui, n'ont pas raison et n'ont pas eu un regard froid sur les résultats électoraux depuis
2009, depuis 2009, enfin depuis 1993. On termine justement par ça, parce que justement c'est le danger qu'on observe un peu depuis cette transition, justement parce qu'il y a comme une forme d'instrumentalisation du fait ethnique, évidemment de façon sibylline, en rapport justement avec la communauté femme, puisque le leader du CTRI, qui est président de la transition, président de la République, est de la province du Haut-Ogooué et de la province du Wolontem. Et depuis le début de la transition, à intervalles quasiment réguliers, il y a ce genre de discours qui sort comme pour essayer de mettre en relief un problème qui n'existe pas. Justement, bon, je ne peux pas dire que le problème n'existe pas. Je crois que le problème existe d'un complexe. C'est un complexe vis-à-vis d'une communauté. Nous savons qu'en 2009, le tout sauf fan a existé dans notre pays. Non, ça existait. Bon, voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, ce qui se passe, chez les fans, il y a un proverbe qui dit que quand on compte les femmes de son père, on commence à compter sa mère. Donc, je pense que Aurélien n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il fait une pré-campagne pour son candidat. Donc c'est normal qu'il se retrouve avec sa communauté et qu'il porte un message qui est lié et qui est spécifique à cette communauté. Parce que même si nous sommes dans une nation, mais nous avons des particularités ethniques ou linguistiques. C'est la première chose. La seconde, c'est que le candidat Iloko, il est candidat à une élection présidentielle. Ça veut dire qu'il n'est plus un citoyen lambda. Ça veut dire qu'il y a une tonalité de messages qu'il doit porter. Parce que la République, c'est quoi? La République, c'est 5 valeurs. La liberté, l'égalité, la fraternité, la non-discrimination et l'équité. C'est ça la République. Mais quelle République? Il est président demain. Il sera là, le président de Bassango? Mais je crois qu'en réalité, il a montré simplement qu'il n'est pas digne de cette fonction. Et je crois que les Gabonais vont apprécier le 12 avril 2025. Ce sera aux Gabonais de se prononcer en toutes paroles des Gabonais. Laissez les Gabonais, eux-mêmes, ils vont choisir et élire leur président le 12 avril le prochain. On va faire un dernier tour de table, peut-être commencer par vous, avant de conclure. Jean-Aristide Ndom, président du Rassemblement patriotique et républicain pour le Gabon. La campagne électorale s'ouvre le samedi prochain. Vous êtes prêts? Votre association apolitique est-elle prête? Nous sommes prêts depuis l'annonce de la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle. Nous sommes prêts. Nous attendons. Les états-majors de notre côté sont prêts. Comme il a été dit, toutes les associations, tous ceux qui veulent soutenir la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema se sont ralliés à la plateforme qui a été mise en place, le Rassemblement des bâtisseurs. C'est aussi l'occasion pour moi d'inviter les Gabonais qui n'ont pas encore adhéré à cette plateforme et qui veulent le faire. Mais est-ce que les Gabonais que vous invitez là sont inscrits sur la liste électorale? Parce qu'il y a un problème de fond. Oui, j'invite les... On voit la mobilisation, on voit plusieurs personnes avec des t-shirts, mais on ne sait pas si elles sont inscrites sur les listes électorales parce qu'in fine, il faut être dans les centres de vote, aller à l'isoloir et voter. On ne peut pas exclure quelqu'un qui n'est pas inscrit sur une liste électorale d'aller adhérer à une plateforme associative. Sous prétexte que parce qu'il n'est pas inscrit sur une liste électorale, il ne peut pas participer donc, à ce qui se fait. Donc j'invite ceux qui sont déjà, merci donc pour le rappel, ceux qui sont inscrits sur la liste électorale à poursuivre donc leur procédure d'adhésion au Rassemblement des bâtisseurs. J'invite aussi ceux qui ne sont pas inscrits à se préparer pour les prochaines révisions de la liste électorale et dire que nous sommes prêts. Merci Jean-Aristide. Donc, Rufat Otomba, votre conclusion? Ben, je pense que samedi prochain, le 29, nous serons en début de campagne. Et en ce qui nous concerne, au niveau du parti, nous sommes mobilisés. C'est aussi une façon pour nous de faire le deuil parce que le président Maïla était une personnalité politique. Et donc, nous avons adhéré le 20 mars dernier à la plateforme Rassemblement des bâtisseurs. Et donc, nous attendons simplement que, conformément à cette charte, que le Rassemblement des bâtisseurs mette en œuvre, n'est-ce pas, les recommandations qui vont lui permettre d'aller sur le terrain. Jonathan Tonton Ngom, en guise de conclusion par rapport à ce programme spécial dédié à l'élection présidentielle qui aura lieu le 12 avril prochain, on devrait pouvoir faire le point chaque soir sur Télé Africa pour avoir un regard appuyé sur le détail de l'organisation, sur toute l'actualité qui tourne autour de cette élection présidentielle. Alors, comme je l'ai fait pour le référendum constitutionnel du 16 novembre dernier, avec ou sans mon nom dans une coordination quelconque, je ferai la campagne pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, que j'ai très tôt soutenu dès sa prise de pouvoir
Et je suis allé faire une campagne avec une plateforme qui a existé, la cellule de défense de la nouvelle constitution, et je pense qu'il s'est mué en organisme d'appui à la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que le danger dans cette élection, c'est beaucoup plus l'abstention qu'il faut craindre. Et pour ne pas avoir l'abstention que nous avons toujours eue, il n'est pas bon que certaines coordinations laissent en rade des personnalités qui peuvent apporter un grand nombre de voix. Parce que ce qui compte, in fine, c'est l'addition ou la multiplication qui sont les principes de victoire dans une compétition électorale. Et donc, de ce point de vue, je pense que je m'inscris dans les organisations d'appui à la campagne du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je pense que ce soit sur le plan médiatique où nous aurons peut-être à défendre, pas peut-être, nous aurons à défendre le projet de société, le programme de gouvernement du candidat Brice Oligui Nguema, que ce soit au niveau de l'espace médiatique, comme sur le terrain où je serai présent chez moi dans le département de Lokano à Minzi. Merci beaucoup à vous, Jonathan Tuntum Ngom, vous êtes donc universitaire. Merci à tous les trois d'être passés sur le plateau de cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout, ce sera désormais votre rendez-vous tous les soirs sur Télé Africa jusqu'à la fin de cette élection présidentielle. Merci à l'ensemble des équipes de la rédaction, de la production, mais également de la diffusion mobilisée pour rendre possible le tournage de cette émission. Et merci évidemment à Eugène Litbaske Koga depuis Nkomenkien à Oyem, la province du Wolunthem, pour avoir apporté du sien dans la réussite de cette émission. On vous dit au revoir, on se retrouve ce mardi. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.